Et je lui ai dit, ah, tu sais, tu vas chez le chef du village et puis tu donnes un arbre. Et puis après le soir, tout le monde a ton arbre et tu dors. Et puis après, tu dis, ah, et les enfants, je dis, bah, tu les attaches. Ils tombent pas. Non, non, tu les attaches bien et tout ça. Et il a voulu poser une autre question. Et puis une amie à moi s'est fâchée. Elle dit, mais ça va pas, tu crois pas qu'elle fait machin. Mais il m'a cru. Donc, comment est-ce que je peux demander ma voisine ou mon voisin qui n'a pas de passeport, qui regarde voyage au pays inconnu de Lopez, où il y a des femmes au sein. Nous, on y va toujours dans un petit village en Asie, perdu, pour trouver l'exotique. Et ces personnes-là, maintenant, je sais que quand ils me voient, ils voient l'exotique. Bonjour et bienvenue dans Lit Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Lucie Mouchta. Merci beaucoup d'être venue, Lucie. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes autrice du livre Expat Blues, publié par les éditions Projectile, un récit fragmenté qui interroge sur le racisme ordinaire, ce qu'on pourrait désigner comme des micro-agressions banales dans la vie quotidienne. Alors, commençons par le titre. Pourquoi Expat Blues? C'est un titre en anglais. C'est un titre en anglais, c'est parce que quand je suis arrivée ici, je venais du Zimbabwe. Le Zimbabwe, j'ai vécu sous l'apartheid, mon enfance. L'indépendance en 1980. Et jusqu'à la fin de l'indépendance, il y a des sanctions économiques, qui veut dire que c'est un pays qui vivait en autarcie, il n'y avait pas des ambassades, il n'y avait plus de relations économiques avec d'autres pays. Après l'indépendance, sont débarquées les ambassades et tous les ONG, les Nations Unies et UNICEF, tous, et moi je ne connaissais pas ça, et toutes ces institutions, ils étaient peuplés par ce qu'on appelle les expats. Je ne connaissais pas ce mot. Donc, je suis allée regarder dans le dictionnaire. C'était quelqu'un qui avait quitté chez soi pour aller dans un autre pays. Donc, quand je suis arrivée en France, on me disait, tu fais quoi? Je disais, je suis expat. Et puis, il y avait ce qu'on appelle en anglais le double take. On regardait pour dire. Et je n'ai pas remarqué tout de suite. Mais je crois qu'au bout de 2 ans, j'ai compris que ça faisait bizarre. Et j'ai essayé de parler. Et puis, une amie gentille qui m'a dit, ah, tu sais, en général, quand on dit expat, on attend un blanc ou une blanche. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'au Zimbabwe, tous les expats, c'était des blancs. Et il y en avait quelques Noirs américains qu'on disait, on les tolérait parce que c'était des Américains. Mais les expats, c'est vrai, même moi dans ma tête, je ne connaissais pas un expat noir. Et là, j'ai commencé à chercher, partout on lisait, les gens expatriés qui étaient des expats, c'était des Européens ou des Américains qui allaient, soit en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique, ou ce qu'on appelle le tiers-monde. Donc pour moi, c'est juste pour dire... Donc, moi, j'ai la définition dictionnaire. Vous voulez reprendre un peu le mot pour vous-même? Oui. Pour le prendre pour moi, juste pour dire, soit on suit le dictionnaire, soit on ne le suit pas. Donc, je suis un expat parce que je suis venue. Parce que souvent, on me demandait aussi, c'était une question qui revenait souvent, vous venez de où? Vous avez fui la guerre? Non. La faim? Non. Et puis l'excision? Non. Et tout ça. Au début, je ne comprenais pas pourquoi on me posait cette question-là. Parce qu'il fallait fuir toujours. Et je ne comprenais pas du tout. Et
au fur et à mesure que je me, on va dire, cultivais ou je lisais la littérature, regarder la télé, j'allais au musée, je commence à comprendre un petit peu l'histoire de la France, parce que nous, étant donné que nous étions colonisés par les Anglais, l'histoire de la France, je ne le connaissais pas. On a fait l'histoire de la Grande-Bretagne. Quand vous êtes venu en France, vous avez trouvé des différences entre votre vie aux États-Unis, où vous avez vécu aussi quelques années, dans les années 90, et aussi en Australie. Oh oui, c'est différent quand même. Dans le regard d'autres gens. Oui. Non, c'est un regard anglo-saxon est complètement différent à un regard français. Et en France, en général, même quand je disais je viens du Zimbabwe, des gens qui ne connaissaient pas le Zimbabwe, des fois ils ont entendu les îles Zimbabwe. Donc on me disait c'est dans la Caraïbe. Et donc j'étais forcément francophone, où je venais de l'Afrique francophone. Les États-Unis, j'étais pas forcément, j'étais pris pour une Américaine jusqu'à ce que j'ouvre ma bouche. Donc, mes problèmes, c'était, je ne savais pas qu'on me prenait pour une Américaine. Pour presque la première année, je ne savais pas. Donc, je ne me comportais pas vraiment comme une Américaine. Donc, plusieurs fois, j'ai commis quelques erreurs qu'une noire américaine ne faisait pas. Et je n'ai pas ce problème-là en français. Donc, aux États-Unis, si tu vois un groupe de femmes blanches et un groupe de femmes noires, si tu es noir, tu vas avec les noirs. Si tu es blanche, tu vas avec les blanches. Et moi, comme j'ai débarqué de la France, je ne voyais pas de temps en temps, donc je prenais une chaise parce que c'était plus près ou je ne sais pas, parce que je connaissais quelqu'un. Et tout d'un coup, il y avait plus, personne ne parlait plus, on me regardait pour me dire qu'est-ce qu'elle nous faisait là, elle venait nous écouter. Et les dames noires qui me regardaient me disaient, oh, tu te prends pour qui? Tu crois que tu es blanche? Et donc, il y avait des petites choses comme ça que je n'ai pas compris tout de suite. Et on pouvait travailler ensemble, mais on ne se voyait pas le week-end. Je voulais juste reprendre le titre un petit peu, parce que Expat Blues, c'est un titre qui évoque un peu la mélancolie, la musique, et pourtant, votre récit est quand même très comique. Oui, parce que j'aime bien rire. Et puis aussi, quand on regarde avec du recul, les situations étaient comiques. La plupart des situations étaient comiques parce que donc je me trouvais assez souvent une actrice dans une pièce que je n'ai pas écrite, ou qui n'était pas écrite. Donc l'autre personne et moi, on était en train d'écrire une comédie sans le savoir. Et qu'est-ce que ça a fait d'écrire ces expériences? C'était un catharsis, un exercice un peu... Oui et non, mais aussi une compréhension de l'autre, de où il venait. Je crois que le plus difficile peut-être qui était un peu, c'était ce qui concernait mes enfants. Parce que c'était, même aujourd'hui, j'ai du mal à expliquer le racisme. Qu'est-ce que tu dis à un enfant qui a 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui est bon parce que ta peau n'est pas aussi claire que celle de ta copine, qui ne sait pas non plus que sa peau est claire que le tien, parce que les enfants, ils jouent ensemble, tout va bien. Mais les parents voient autre chose. Comment est-ce que tu l'expliques, ou la phrase qui revient, on m'a dit ça, et tu ne veux pas lui dire qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tu veux aussi l'avertir que ça va revenir. Et tu veux que cet enfant reste forte, et puis tu ne veux pas que ça la détruise. Donc c'est une situation un peu compliquée. Je vais prendre un paragraphe dans exactement la scène où vous décrivez
votre fille découvre un peu pour la première fois ce que c'est le racisme, parce que c'est elle qui subit en fait ce moment-là. Oui. Vous dites, alors, mais comment expliquer un racisme qui ne dit pas son nom, surtout à un enfant? J'ai beau faire de mon mieux, garder les yeux ouverts, les oreilles dressées, je me sens comme une borne. Beaucoup m'échappent car je ne maîtrise ni le vocabulaire ni le langage corporel. Alors là, pour moi, ça veut tout dire. C'est une question de langage. Oui, c'est une question de langage. Et puis aussi le langage corporel, parce que maintenant, je peux, comme on dit en anglais, read the room, lire une situation. En fonction, je regarde la personne, je vois tout de suite qu'il ne faut pas y aller là ou là, tu peux y aller. Mais là, quand tu débarques dans un pays, tu ne comprends pas la langue, tu ne parles pas la langue. Et la langue de corps est un peu plus difficile à lire. Donc, de temps en temps, oui, c'était un petit peu compliqué. Et comment vous êtes arrivé à expliquer à votre fille ce qui est arrivé? Est-ce que je suis arrivée? C'est la question. J'ai fait des erreurs. Et puis, en même temps, quand ils étaient petits, je crois que je suis arrivée plus ou moins parce que c'est des enfants merveilleux tous les deux et ils ont un sens de humour, ils arrivent à rigoler des fois des choses que peut-être les autres ne trouvent pas rigolo. Et ils se portent très bien. Donc, j'aimerais bien dire, ce que je n'avais pas prévu, c'était ça allait les suivre beaucoup plus tard quand ils sont devenus ados. C'est là, c'était assez un peu lourd et je n'étais pas là. Et puis eux, ils avaient compris, ils essaient de m'épargner aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties à cause du manuscrit, des choses qu'on n'avait jamais parlé. Je pense que vous avez trouvé quand même une façon de réagir qui est le sourire. Oui. Le sourire, vous l'affichez partout dans ce livre, c'est votre première réaction, oui. N'est-ce pas? Donc c'est un peu comme une arme ou un bouclier contre la réalité. C'est une arme. C'est une arme. Et puis le fait que j'ai grandi dans l'apartheid, et mon père, c'était un clown. Il nous racontait des histoires et nous, on était morts de rire. On devenait adulte que j'ai compris des histoires que c'était pas drôle du tout. Mais comme il riait, il gardait le côté comique de la chose. Et c'est là qu'il attaquait comme ça. Peut-être aussi, il nous apprenait comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que chez nous, le racisme, ce n'était pas vraiment le racisme, c'était la loi. Il y avait des bancs qui étaient écrits « Europeans only ». On était 4 races, les blancs, les asiatiques, les métis et les noirs tout en bas. Et pour une raison ou une autre, les Japonais étaient classifiés avec des blancs. Mais on ne les invitait pas pour manger ensemble, ça, non. Mais ils étaient dans la classe des blancs. Et qui fait que c'était quelque part beaucoup plus facile à naviguer. Parce que c'est marqué pas de noirs, donc tu ne vas pas. Des magasins, il y a des magasins qui sont des blancs, des hôtels, des piscines. Et puis bon, nous, on n'avait pas de piscine. Hein. Il ne faut pas exagérer. Donc, des écoles, c'était très, très bien carré. Donc, tu n'y vas pas. Et les parents utilisaient le humour, je crois que pour qu'on ne souffre pas. Et puis aussi, c'était très dangereux de critiquer le régime. Donc, je crois que les parents faisaient très attention au vocabulaire qu'ils utilisaient. Donc, moi, mon père, il a fait beaucoup de métiers, mais des fois, il dormait dans des espèces de dortoirs. Et ils n'avaient pas le droit d'amener des femmes. Donc, de temps en temps, la femme est malade, elle vient dans la ville où son mari travaille, mais elle ne peut pas rentrer le soir parce qu'elle était à l'hôpital jusqu'à tard. Donc, il va la ramener chez lui pour dormir. Mais à 2 heures du matin, le directeur, ou je ne sais pas qui était, son travail venait vérifier
que les ouvriers, ils n'avaient pas de femmes derrière lui. Donc, il nous racontait des histoires de s'il y a une femme, elle répond avec la voix d'homme, quoi. Et l'autre, il a son torche, il regarde et il dit « et c'est ta femme ». Donc, nous, on trouve ça rigolo, on était mort de rire parce qu'il imitait. Il imitait l'accent du policier et il imitait l'accent de la femme qui parle comme un homme. Et nous, on trouvait ça, c'était magnifique. Mais après, c'était pas une situation, c'était pas drôle, quoi. La femme, elle est malade, peut-être elle va mourir. Mais pour sauver sa vie, il faut, sinon, il va perdre son travail. Donc, j'ai grandi avec tout ça. Et je crois que je continue à trouver toujours le côté comique. Et des fois, c'est du Shakespeare. C'est exactement ça que j'ai trouvé dans votre livre, c'est vraiment du théâtre. C'est du théâtre. On dirait que vous mettez en scène vraiment ces acteurs dans votre narratif. Ah, c'était facile. Moi, j'ai juste décrit la situation parce qu'on a joué la pièce avant qu'on l'ait écrit. Et moi, j'arrive, j'ai réécrit la pièce comme on l'avait jouée. Pourquoi vous avez écrit ce livre en français? Est-ce que je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais est-ce que la France est plus raciste que certains autres pays dans lesquels vous avez vécu? Non, 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 je ne crois pas. Je ne crois même pas. Je crois que je l'ai écrit en français parce que déjà c'est un accident de l'écrire. Parce que pendant des années, j'écrivais de temps en temps des petites scénettes qui venaient de se passer pour exorciser ou parce que c'était trop pénible. Donc de temps en temps, j'écrivais parce que je suis écrivain, tu écris. Mais j'écrivais toujours en anglais. En même temps, il y avait quelque chose qui ne marche pas parce qu'il y a des phrases, des expressions françaises qui ne se traduisent pas. Quand elle dit, bah, écoutez, madame, c'est comme vous voulez, je dis ça, je dis rien. Hein. Comment est-ce que je vais l'écrire en anglais? Je ne peux pas. Donc, j'ai une amie qui dit bébé. C'était 2020. Je rentre de Sydney et j'arrive ici, Covid. On n'a pas le droit d'aller plus loin d'1 kilomètre. Tous les cafés sont fermés, donc on ne pouvait pas. Donc elle dit, elle appelle pourquoi on ne fait pas un anonymat, donc National November Writing Month. Ça vient des États-Unis, c'est fait pour encourager des gens qui rêvent d'écrire mais qui n'osent pas. Donc l'idée c'est on commence du 1er novembre jusqu'à 30 novembre. Avec des amis, on décide combien de mots par jour. Donc on était, je crois que 6 femmes. Et on a commencé de première, et moi je me suis dit, c'est pas fait parce qu'on avait dit 1500 mots. C'était l'idéal pour des petites anecdotes. Et puis, l'idée aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas le droit de lire ce qu'on écrit. Donc tous les jours, on écrit. À la fin, on relit ce qu'on a écrit, et puis après, on réévalue l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que je vais refaire? Et moi, je suis arrivée en France dans les années 80, fin 80, début 90. Il y avait cette émission Apostrophe par Bernard Pivot. Et j'ai écouté, j'ai trouvé cette langue qui est très proche de ma langue maternelle, le Shona. Parce qu'il y a toutes ces expressions, et j'en rêvais. Mais en même temps, je me disais, pour écrire quelque chose d'intellectuel, je n'arriverai pas. Donc, c'était le moment parfait. Je vais essayer pour voir si je vais écrire en français. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, mais je m'étais exercé. Donc, c'est tout simplement pour ça. Pour rappel aussi, Expat Blues, c'est votre deuxième livre, parce que vous avez déjà écrit un premier livre en anglais, donc Chinongwanga, qui a été publié en 2008. 2008 en Afrique du Sud, traduit 2012 par Actes du Sud. Yeah. Vous avez d'autres projets pour d'écriture? Oui, maintenant, oui, je crois que je vais... Chinongwa, c'était un accident, donc
quand elle est sortie, je crois que j'ai pris presque 10 ans à accepter que je pourrais être un écrivain parce que je l'ai écrit parce que je suis arrivée en France, je ne parle pas un mot de français. J'étais mère de 2 enfants. Donc ma journée, c'était dire merci, prendre ton bain, essuie ta tête, arrêter de jouer sous la table, arrêter d'écrire. Donc j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir, mon cerveau était en train de mourir. Donc il fallait faire quelque chose à moi intellectuel. Donc c'est pour ça que j'ai écrit l'histoire de cette vieille dame qui était dans mon village quand j'étais petite, qui est devenue Chinonga. Mais ce n'était pas du tout pour faire un livre, c'était juste pour s'en occuper. Et puis les amis qui ont lu, je l'ai fini justement en Australie, et les amis que j'ai fait en Australie me disaient, ah, donnez-moi, c'est elles qui ont commencé à dire, oh, ton livre, tu vas le publier ou pas? Et moi, je dis, quel livre, quel livre? Et je suis rentrée ici, je commençais à travailler, et le manuscrit était là, jusqu'à une copine australienne, elle a plus ou moins obligée à l'envoyer à un éditeur en Afrique du Sud, qui a dit oui, donc moi j'étais un peu surprise, et puis c'est Chinongwa. J'aimerais bien qu'on touche sur cette idée de complice, parce que dans votre livre, vous racontez beaucoup de situations où parfois on fait de l'apologie du racisme. On dit, bon, c'est un petit mamie qui n'est pas très bien, ou peut-être on regarde, mais on ne fait rien. Et dans ce mot, est-ce qu'on est aussi complice dans ce regard, et comment on fait donc pour sortir de cet aveuglement? C'est très, très difficile de savoir comment traiter. Et plus je découvre la France, plus je viens tolérant et je sais que je ne dois pas être tolérant. Mon argument est que si j'avais été née ici, je ne suis jamais sortie de la France, comment est-ce que je pourrais savoir qu'il y a un autre monde? Parce que quand on regarde la littérature française ou la littérature que mes enfants ont lue à l'école, écrite par des Français. La littérature sur l'esclavage, sur le colonialisme, c'est écrit par les Français, en général, les hommes. Et avec une apologie pour l'esclavagisme, une apologie pour le colonialisme, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je crois que François Fillon, il a dit il y avait eu quelque chose de bien dans le colonialisme. Mais on n'a pas de livres. Aussi, ils ne sont pas dans les écoles. Les enfants ne lisent pas ceux qui ont été colonisés ou civilisés, à qui on a apporté la Bible pour les sauver, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de gens en France qui vivent aujourd'hui, qui croient ce qu'ils ont lu, ce qu'il y a dans les musées, le tableau de Delacroix sur la femme d'Alger, qui sont soi-disant dans un harem. Il n'a jamais été dans un harem. Mais personne ne sait qu'il n'a pas été dans un harem. Quand je suis arrivée ici, il y avait des hommes blancs qui me disaient « Ah, ma gazelle, salut !» Et je ne savais même pas ce que c'est une gazelle. Il fallait aller trouver dans le dictionnaire ce que c'est une gazelle. Mais je ne savais même pas pourquoi on m'appelait la gazelle. Je suis arrivée, le premier village, je crois que la deuxième semaine, je suis arrivée en France, c'est un village en Ariège, tout petit village. Et on a fait une sortie avec les femmes du village à Auch pour voir le musée. Au retour, la dame qui avait organisé ce séjour m'a demandé si j'étais d'accord pour que les autres dames viennent toucher mes cheveux, parce qu'elles n'avaient jamais touché. Comme c'était bien demandé, je dis d'accord. Donc, elles ont fait l'accueil et tout le monde a touché un petit peu et puis on m'a posé des questions. Et dans cette groupe-là, je crois que c'était une vingtaine, peut-être 25, je ne sais pas, on était dans un bus. Après qu'on a touché mes cheveux, on a commencé à discuter et on a commencé à poser des questions. Et puis, il y a une dame qui avait peut-être 80 ans, peut-être un peu moins, qui m'a dit « Ah, moi j'ai été à Paris, à l'expo
à Universal. Et j'ai vu les éléphants et les Africains. Quand elle me disait ça, je ne savais pas de quoi elle parle, d'Expo Universal. Je n'avais jamais entendu parler. C'est après que j'ai compris, parce qu'après, elle m'a demandé où je dormais. Et au début, je ne comprenais pas sa question non plus. Où je dormais, c'est quoi cette histoire? Donc, elle m'a... Et puis, il y avait d'autres questions. Est-ce que les girafes viennent à la maison? Est-ce que vous n'avez pas peur des lions et tout ça? Qui fait que quelques années après, j'ai fait une blague. Et là, c'était un jeune homme, peut-être il avait 25, 27. Il faisait une thèse, donc il n'avait pas encore 30 ans, mais presque. Qui m'a demandé comment on vivait en Afrique. Donc, je lui ai dit, ah, tu sais, tu vas chez le chef du village et puis tu donnes un arbre. Et puis après, le soir, tout le monde a ton arbre et tu dors. Et puis après, tu dis, et les enfants? Je dis, bah, tu les attaches. Ils tombent pas. Non, non, tu les attaches bien et tout ça. Et il a voulu poser une autre question. Et puis une amie à moi s'est fâchée. Elle dit, mais ça va pas, tu crois pas qu'elle fait machin? Mais il m'a cru. Donc, comment est-ce que je peux demander ma voisine ou mon voisin qui n'a pas de passeport, qui regarde des voyages au pays inconnu de Lopez, où il y a des femmes au sang nu. On y va toujours dans un petit village en Asie, perdu, pour trouver l'exotique. Et ces personnes-là, maintenant, je sais que quand ils me voient, ils voient l'exotique. Ou le nombre de fois qu'on m'a dit, Joséphine Baker, où sont tes bananes? Déjà, je connaissais Joséphine Baker, mais je ne connaissais pas trop l'histoire des bananes. Donc tu vois là. Oh, oui. On peut dire que votre livre devrait être pris comme c'est pour éduquer les gens. Pour moi, il faut qu'on se comprenne. C'est pour ouvrir aussi le dialogue. Voilà, pour ouvrir le dialogue. Peut-être, oui. Je n'ai pas oublié mes bananes, mais je ne les ai jamais utilisées. Et en Afrique, déjà, Joséphine Baker, elle était américaine. Et en Afrique, je ne connais pas, je connais pas toute l'Afrique, mais je n'ai jamais entendu parler de gens qui mettent des bananes et qui dansent. Merci beaucoup, Lucie Mouchta, d'être venue aujourd'hui pour parler de votre livre Expat Blues, publié par les éditions Project Hill, disponible en ligne et dans les bibliothèques. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. C'est bien de bavarder. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. À bientôt.